Bien, messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1 et cette émission qui est consacrée au débat sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Et ce matin, nous avons avec nous Ildefonse Akpaki, le directeur du journal en ligne qui s'appelle la Gazette du Togo.com. Ildefonse, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. Merci à vous de toujours accepter notre invitation pour parler de la République. C'est un plaisir. Vous avez suivi un peu la presse, le chou gras politiquement. C'est le retour de ce que de cette personne que certains appellent le Messie. Et envie à Boibo, son retour, ça vous étonne? Vous êtes surpris? Non, je ne suis pas du tout surpris parce que dès l'entame de la crise qui avait secoué le CAR et qui avait mis à mal ses militants, sympathisants et tous ceux et celles qui vouaient quelque chose de bien pour ce parti, j'avais senti que l'issue sera ce que cela est aujourd'hui. Je m'en tiens, comme je l'ai dit, sur un certain nombre de plateaux de radio. Je m'en tiens juste à la première correspondance de Maître Aboibo qui disait tout. Ah bon? Cette correspondance disait tout. Je ne suis pas surpris que c'est Maître Aboibo qui a été choisi pour un mandat de 4 ans pour diriger le CAR. Mais je regrette que au sein des formations politiques togolaises, passer la main est devenu un tabou pour certaines formations politiques. Lorsque je me rends compte que c'est la jeunesse du CAR, a-t-on dit, qui a réclamé à corps et à cri le retour aux affaires de Maître Aboibo, qui a déjà par le passé géré ce parti de 1991 à 2008 et qui est sur le coup de l'âge, ça il faut le reconnaître. 71 ans. Je crois que cette jeunesse du CAR n'a rien compris. Vous savez que l'être humain, dans certaines circonstances et situations, peut être la cible d'une attaque de maladie. De maladie. Et s'il avouerait que Maître Aboibo a été l'objet d'une maladie qui l'a rendu invalide, on va réclamer toujours, parce qu'il est vivant, qu'il revienne prendre la tête. Là, on saura qu'il est incapable physiquement. Lorsque on est dans une posture de politique digne de ce nom, on doit toujours préparer son derrière. Et préparer son derrière, c'est dire aujourd'hui que Maître Aboibo peut être en vie, mais aura un dauphin. Ce dauphin, c'est lui qui pourra le remplacer. Il sera en vie, mais il y aura quelqu'un qui fera comme lui. Je suis très malheureux quand on me dit que Maître Aboibo est le Messie. Maître Aboibo, souvenez-vous, c'est un peu de l'ironie quand même que fait le confrère. Oui. Puisqu'il dit que le miracle n'aura pas lieu. Le miracle n'aura pas lieu. Vous pensez la même chose? Oui, je pense la même chose. C'est ce que j'ai voulu développer tout à l'heure. Au sortir de la signature de l'APG, il a été dit que c'est le gouvernement qui sera issu de cet accord-là qui ferait les réformes. Et bizarrement, c'est Maître Aboibo qui a été choisi comme Premier ministre. Mais s'il devait normalement faire les miracles, c'est quand il était encore aux affaires. C'est quand il avait encore tous les pouvoirs étatiques pour obliger le pouvoir vomi togolais de faire les réformes. S'il avait tout ce qu'il fallait à l'époque et il ne l'a pas fait, c'est pas aujourd'hui qu'il fera. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait allusion à son âge. Vous l'avez vu, il a dépéri. Il n'a plus assez de force. Physiquement, il est parti. J'ai parlé de ce que il y a eu évolution dans la politique togolaise. Vous avez vu que les choses ont changé. Alors, quel est ce miracle que Maître Aboibo viendra faire?
quand on sait que c'est le lieutenant d'hier, je voudrais parler de M. Binafam, nous a renseigné de ce que l'échec de Maître Agboibo à la présidentielle de 2010 a été le fruit d'un dédain de la plupart de ses militants. Puisqu'il a dit, c'est lui qui nous a renseigné sur les ondes, qu'après la présidentielle de 2010, ils ont fait une tournée nationale pour aller demander aux militants et sympathisants qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont les résultats dans leur tiroir. La majorité a dit c'est la tête de Maître Agboibo qui ne plaît pas. Alors, faisons l'analyse. Si déjà au sein même du cas, Maître Agboibo n'est pas accepté, vous avez vu ce que le CAR a fait. Est-ce qu'il n'est pas accepté puisqu'il a été reconduit à la tête? Non, il n'a pas accepté. Vous savez, nous sommes en politique et nous allons juger les choses politiquement parlant. Vous savez le chiffre que Maître Agboibo a fait lors de la dernière présidentielle? Jugeons les choses. 2, quelques poussières. 2, quelques poussières de pourcentage. Mais à 94, on sait que le CAR avec Maître Yonvi Agboibo a fait un beau score législatif. Et qu'est-ce qui n'a pas marché que soudainement on puisse retrouver le CAR avec ces scores très 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 bas? Je vous ai fait remarquer, je l'ai dit tout à l'heure, que la situation a évolué. La situation a évolué, les choses ont changé. Donc en 94, Maître Agboibo avait encore la poigne de cet animal politique qui pouvait faire ce qu'il peut faire. Il faut lui reconnaître que par le passé, il a fait ce qu'il peut faire. Mais à un moment donné, il faut reconnaître aussi que sa politique de roublardise, parce qu'on a toujours dit que Maître Agboibo, à travers son parti, est toujours venu au secours du pouvoir en place quand il est en difficulté. N'est-ce pas, parce que, n'est-ce pas, si on a constaté qu'il y a eu, les résultats n'ont pas été ces dernières années favorables au cas, n'est-ce pas parce que les autres partis l'ont dénigré, l'ont tellement dénigré? Donc ce qui veut dire que le cas n'a pas de force. Si toi et moi... On a l'impression que les autres partis jouent contre le cas. Non, c'est l'impression que vous avez, c'est votre opinion. Mais la réalité des choses, c'est que même si ça advenait, est-ce que le CAR n'a pas la force nécessaire de prouver aux populations togolaises que ce qu'on est en train de dire de moi, ce n'est pas vrai? On le traite de roublard, de politicien à opinion mitigée. Vous savez que Maître Agboibo, il est un fin roublard politique. Vous le confirmez-vous? Moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Je le dis parce que les preuves sont... Il faut être subtil. Lorsque vous faites une référence, ou bien vous parcourez l'histoire récente togolaise, politiquement parlant, où il était question de la limitation du mandat présidentiel, Maître Agboibo n'était pas encore le président national du CAR. Il y avait Maître Dodi Apevon qui était le président national. Mais par quelle alchimie Maître Agboibo est sorti pour dire qu'il faut que les Togolais considèrent que M. Faure Gnassingbé est dans son premier mandat. Or, tout le monde savait qu'après le coup d'État constitutionnel de février 2005, il y a eu la première élection sous M. Faure Gnassingbé en avril 2005. C'était son premier mandat. Il a renouvelé en 2010 jusqu'en 2015. Il faisait son deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Maître Agboibo, homme de droit de son acabit, puisse sortir et faire ce genre de déclaration? Que les Togolais considèrent que M. Faure Gnassingbé est dans son premier mandat présidentiel à partir de 2010. Je confirme que, quelque part, la même conception des choses est observée au niveau du parti au pouvoir qui soutient M. Faure Gnassingbé à l'époque. Et eux, ils avaient même voulu qu'on ramène le tableau à zéro. Il est clair que quand vous faites cette analyse-là, vous pouvez conclure que quand le régime est en difficulté, homme politique roublard, rusé qu'est Maître Agboibo, lui vient toujours en aide. La proposition de Maître Yonvi Agboibo et Delphonse n'était pas là le moindre mal, puisque aujourd'hui Faure Gnassingbé a tout le boulevard devant lui. Si la proposition de Maître Agboibo lui permettait de considérer son deuxième mandat comme le premier,
n'est-ce pas, n'était-ce pas le moindre mal? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un État est régi par des lois? Auquel cas, nous serons dans une république bananière. Est-ce que nos lois sont mises à respecter au pays? Si les lois sont faites pour être respectées ou pas. Ou alors, on ne fait plus les lois et on saura que nous sommes dans une république bananière. C'est là où je suis très malheureux de constater que celui qui est le garant du respect, même des lois et textes qui régissent l'État togolais, est le premier à enfreindre à ces lois-là. Alors, est-ce que nous voulons former une république des gens respectueux des lois et textes qui régissent l'État? Ou alors, nous voulons former une république où, je fais une caricature, les lois sont comme des toiles d'araignée qui arrêtent les petites mouches et laissent passer les grosses mouches. C'est ce que nous constatons. Lorsqu'il est question de faire respecter un certain nombre de lois au Togo, on a tendance de dire que le peuple doit faire preuve de civisme. Mais le peuple fait preuve de civisme, mais ceux qui dirigent ne font pas preuve de civisme. Vous ne pouvez pas être garant du respect d'une constitution sur laquelle vous avez juré, de la respecter quel que soit ce qui se passe. Et lorsqu'il est question que vous mettez à donner le bon exemple, qu'on se rend compte que vous êtes le premier à violer ces lois-là. Nous sommes dans une république et non une boutique. Vous voyez? Alors, vous me demandez tout à l'heure, est-ce que ce que Maître Gbagbo avait proposé à l'époque n'était pas le moins de mal? Je vous retourne la question. Est-ce que c'est donné à un certain nombre de Togolais de violer allègrement des lois et d'être soutenus par des hommes de droit? Est-ce que l'histoire a retenu que M. Faure Gnassingbé était allé à la présidentielle de 2005, d'avril 2005, qui constituait son premier mandat? Est-ce que l'histoire l'a retenu? Parce que nous sommes dans un État, dans une république qui est régie par des lois, bien sûr. Est-ce que nous sommes d'accord que malgré le hold-up de 2010, M. Faure Gnassingbé s'est prévalu la victoire et a dirigé encore l'État de 2010 à 2015? Est-ce que nous sommes d'accord? Ça fait combien de mandats? Ça fait 2 mandats. Maintenant, on a inventé l'histoire de la rétroactivité de la loi qui n'existe même pas lorsque nous sommes en face des lois générales, des lois constitutionnelles. Puisque, une fois qu'elles sont adoptées et que ça soit promulgué, si le chef de l'État ne veut pas promulguer la loi 15 jours après, une fois qu'elle est adoptée au Parlement, elle entre en vigueur. Est-ce que nous sommes d'accord que si tel est le cas, M. Faure Gnassingbé a déjà fait 2 mandats? Alors, je ne vois pas pourquoi on peut dire aujourd'hui que c'est le moins de mal. Est-ce qu'il est dit que c'est seulement une famille qui doit diriger l'État togolais? Est-ce que c'est écrit dans la loi fondamentale togolaise? Est-ce que les réformes constitutionnelles qui sont faites sont dirigées contre quelqu'un? Parce qu'à l'époque, dit-on, l'ANC avait dit que si on procédait aux réformes, le chef de l'État, à l'époque, ne devait pas appliquer encore un 3e mandat. Alors en face des lois constitutionnelles, lorsqu'elles sont adoptées, elles sont d'application immédiate. Le chef de l'État le sait, parce qu'il a des conseillers juridiques. Oui, et des fois, dans une situation de crise, est-ce qu'on ne peut pas faire une certaine concession qui voudrait qu'on permette au chef de l'État de briguer un mandat ou de laisser de côté ce principe de rétroactivité de la loi? Est-ce que nous sommes en monarchie? C'est dans une situation de crise où il faut faire assez de concessions. Je vais te rappeler quelque chose. Et ça me fait beaucoup plaisir que tu aies parlé de concession. Tu aies parlé de crise. Vous savez dans quelle situation la PG a été signée? Nous étions en pleine crise forte. Et quelque part, on avait suspendu, sans vouloir le dire, la constitution togolaise. Pour que les termes de l'accord, ces termes-là soient pris en compte. Ça arrive en période de crise qu'on suspende pour un moment donné la constitution. Parce que quand vous prenez l'accord politique global, quand vous lisez cet accord-là,
vous comprendrez que certains de ces termes vont à l'encontre de certains termes constitutionnels. C'est parce que justement, nous étions en crise et pour sortir de la crise, il a fallu cet accord-là qui est resté jusqu'aujourd'hui le seul compromis social signé par tous les acteurs. Voilà. L'issue de l'accord politique global. Qu'est-ce que cela donne aujourd'hui? C'est le dilatoire, c'est la fuite en avant, c'est la diversion du côté du pouvoir en place. Vous voyez? Et alors, si vous nous dites aujourd'hui que en période de crise, il faut faire des concessions, mais attends, il faut faire des concessions avec des gens honnêtes. Des gens qui ne disent pas quelque chose le matin et qui changent la chose le soir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si je sais que tu as passé tout ton temps pour me tromper, alors que ensemble nous avons convenu d'un certain nombre de choses, est-ce que j'aurai encore confiance en toi? Et c'est cette crise de confiance qui vient aggraver, corser la situation de crise que nous avons au Togo. Voilà. Les lois qui régissent l'État togolais n'ont jamais été faites contre X ou Y. Elles sont d'ordre général. Voilà pourquoi on les appelle des lois générales. Voilà. Et donc, c'est tout ce que je peux vous répondre. Oui, Ildefonse qui Maître Yanvi Agbouibo dit revenir avec la méthode qui va provoquer l'alternance. Cette méthode va consister en quoi? Si on analyse un peu tout son parcours politique. Je ne veux pas être désobligeant, ne me forcez pas à être désobligeant envers Maître Agbouibo. Est-ce qu'il a fallu, ou bien est-ce qu'il faut qu'il soit à la tête de sa formation politique avant d'aider les Togolais à sortir de la crise? Il faut qu'il soit président de sa formation politique. Pourquoi, quand il était encore à l'écart, il ne l'a pas fait? Parce qu'il a la poigne. J'ai dit que par le passé, reconnaissons-le, Maître Agbouibo a eu à poser des actes qu'on salue aujourd'hui. Mais le temps a changé, le temps a évolué. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il a même pris de l'âge. Je ne comprends pas pourquoi, dans la politique togolaise, il y a des gens qui ne veulent pas prendre la retraite politique. Je ne comprends pas. À 70 ans et quelques, à 70 ans passés, vous ne voulez pas passer la main. Et voilà pourquoi je dis que je regrette pour la jeunesse du CAR. Parce que je me rends compte que c'est des incapables. On m'a dit que c'est la jeunesse qui veut que Maître Agbouibo revienne. Quand est-ce qu'ils feront comme lui? C'est grave. Si vous avez des enfants et que vous n'arrivez pas à préparer leur avenir, c'est ce que vous l'aurez. Vous l'aurez vous aussi. Moi, je ne veux pas que cela m'arrive. Je veux préparer l'avenir de tous ces enfants que j'aurai. Certains critiques estiment que en restant calqué sur la position de la NC qui demande au chef de l'État, dès que les réformes seront faites, de ne plus aller à une autre élection, dites que c'est ce qui fait que l'Union ou le parti au pouvoir n'arrive toujours pas à faire les réformes. C'est la question, l'épineuse question, c'est cette question de rétroactivité ou du refus de candidature de Faure Gnassingbé aux prochaines élections. Je vais faire observer deux choses. La première chose... En attendant, et avant de continuer, nous allons recevoir Yves de Fraude depuis Oye. Parlions donc du Togo, de la politique togolaise bien sûr. Maître Yanvi Agbouibo lui disait, vient recréer, dit-elle, vient avec une nouvelle méthode ou la méthode pour créer l'alternance. Et je vous demandais que le seul problème qui se pose aujourd'hui quand vous entendez certains observateurs de la politique togolaise expliquer la question, elle porte essentiellement sur le fait de ne plus donner une certaine chance à Faure Gnassingbé d'aller à une prochaine élection présidentielle. Alors, je disais que cela me fait revenir à la mémoire quelques remarques que j'ai bien voulu faire. La première remarque vient de cette citation de Monseigneur Laurent Mosengo à Joseph Kabila, qui lui disait au début de la crise qui secoue aujourd'hui la RDC, que la RDC n'est pas le champ de bananeraies d'une famille.
ce que Monseigneur Laurent Mosengo a dit à Kabila. Alors, replaçons dans ce contexte l'image que Mosengo a faite de la RDC et implantons-la au Togo. J'ai dit tout à l'heure, si le Togo était une monarchie ou bien un royaume. Lorsque je prends la loi fondamentale togolaise, l'article 1er de la Constitution dit que le Togo est une république. Bien sûr. Et si le Togo est une république, elle est régie par des lois. Et si elle est régie par des lois, nous sommes tous, comme on l'a dit, égaux devant la loi et que nul ne doit être au-dessus de la loi. Vous comprenez? Alors, quelles sont ces lois contenues dans la loi fondamentale togolaise spécifiques ou qui a demandé d'être spécifique à un citoyen donné? Personne. Tu n'en trouveras pas. Si tu n'en trouves pas, il est dit que toutes les lois constitutionnelles sont générales et impersonnelles. À partir du moment où elles sont impersonnelles, c'est dit dans la loi fondamentale togolaise qui a été sodomisée par une partie des députés togolais que si vous faites un mandat de 5 ans qui est renouvelable une seule fois, et donc vous ne ferez pas plus de 2 mandats. Cela a été imputé. Pour replacer dans le contexte actuel les réalités togolaises, certaines réalités togolaises, puisque c'est à plus de 98,11% de Togolais au référendum de 92 que cette constitution-là, nous l'avons eue. Et il a fallu qu'une chambre d'enregistrement, la toilette. Alors, pour replacer dans le contexte actuel ces réalités-là, vous avez vu ce que la CVJR a fait. La CVJR a demandé qu'on retourne à la constitution de 92, qui limite les mandats présidentiels. C'est tout le problème au Togo. Le fait que l'article 59 de la constitution togolaise a été retouché et qui donne le libre cours au président de la République de faire comme il le veut tous les mandats, tout comme si on était en dynastie ou bien en monarchie, c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que Feu le général Eyadema a été bête en demandant aux Togolais de voter oui pour la constitution togolaise, si tant est que au soir de son décès, on avait voulu, marchant sur la constitution togolaise, que M. Faure Gnassingbé, son fils, prenne le pouvoir. A-t-il été bête de demander aux Togolais de voter pour la limitation des mandats présidentiels au Togo? Alors, quand son fils aujourd'hui nous dit qu'il y a des réalités auxquelles il faut s'en tenir, je me dis, mais moi je ne comprends pas. Parce que toutes les lois contenues dans la constitution togolaise n'ont jamais été personnelles. Elles sont toutes impersonnelles. Voilà pourquoi je dis, c'est parce que certains acteurs de la classe politique togolaise savent très bien qu'une loi générale, c'est-à-dire constitutionnelle, qui est votée est d'application immédiate. Et c'est cette confusion de la rétroactivité de la loi qu'on avait semée dans l'imagination ou bien dans la mémoire collective a été une erreur. Parce que nous ne pourrons parler de la rétroactivité de la loi qu'en pénal, avec la loi la plus douce. Ça devient une question d'école. Ou alors, quand on est en face d'une dérogation, on peut parler de la rétroactivité de la loi, puisque la dérogation fixe la période où la loi doit commencer par agir. Mais ce n'est pas le cas en face des lois constitutionnelles. Voilà pourquoi, si certains acteurs ont eu le courage de dire que mais si on procède aux réformes, M. Faure ne se présentera pas, c'est parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Et la constitution togolaise dit que en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Je vous donne encore un exemple. C'est l'exemple sénégalais. Même si cela n'est pas passé, le projet était en cours et c'est la commission constitutionnelle mise en place qui l'a rejeté. Macky Sall, qui prend le pouvoir avec un mandat de 7 ans, il dit 7 ans c'est beaucoup. Alors, nous allons essayer de revoir la constitution sénégalaise pour qu'au lieu du septennat, qu'on ait un quinquennat. Article 27 de la constitution sénégalaise. Et lorsque le projet de loi a été élaboré, il est mis quelque part. Notez bien, cela prend effet à partir de mon mandat. C'est juste pour vous dire que une loi constitutionnelle votée est d'application immédiate. Arrêtons les blagues, essayons de ne plus jouer
à la malhonnêteté politique et intellectuelle en prenant des Togolais comme des bourricots. Nous ne sommes plus bourricots, on a maintenant compris, parce que le monde évolue. Voilà. Et puis je fais aussi remarquer que lorsqu'il était question de cette rétroactivité de la loi, j'ai jamais vu un seul juriste proche du pouvoir prendre la parole et dire le contraire. Jamais. J'ai vu des confrères qui ont défendu l'indéfendable. C'était malheureux. Merci à vous, Ildefonse Arepiaki. Nous allons donc aborder le deuxième sujet qui est lié à la crise dans le monde éducatif et ce forum de la semaine qui écrit les enseignants menacent d'entrer en grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Et Ildefonse Arepiaki, comment peut-on expliquer le fait que le gouvernement et les enseignants n'arrivent toujours pas à s'entendre sur le minimum pour éviter qu'il y ait de ces grèves répétées? Non, mais c'est l'irresponsabilité et l'insouciance des gouvernants togolais. Cette question de grève des enseignants ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord? Et si nous sommes en face d'un gouvernement sérieux, je suis sûr que cette question-là trouvera une solution adéquate une fois pour de bon. Je ne peux pas comprendre que dans un journal international bien crédible, qu'on dise qu'il y a des milliardaires au Togo. Il y a des milliardaires au Togo. Des hommes d'affaires, bien sûr. Et que on se rend compte que la plupart de ces milliardaires-là sont des proches du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils font comme activité qui fait en sorte que ça leur apporte des milliards? Et dans la même dynamique, le chef de l'État lui-même légitime une minorité qui fait main basse sur les richesses de l'État togolais. Lorsque nous sommes en face de ces difficultés-là, et vous vous rendez compte que le premier responsable dit qu'il y a une minorité qui fait main basse sur les richesses du pays, pendant que la grande majorité végète dans la misère et la pauvreté, vous ne trouvez pas que c'est de l'irresponsabilité, vous? Parce que justement, si les richesses togolaises étaient partagées équitablement, je suis sûr que ces enseignants-là ne seraient pas dans la rue ou bien ne seraient pas chez eux au moment où leurs élèves sont dans la rue pour réclamer leur retour. Voilà schématiser ce qui se passe au Togo. On nous dit aujourd'hui qu'il y a une minorité qui, sous la coupe, tout doux. Et une grande majorité qui végète dans la misère. Je caricature le truc. Dans cette grande majorité qui végète dans la pauvreté, se trouvent nos pauvres enseignants, ceux qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont fait que ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Mais le gouvernement se félicite quand même d'avoir fait des efforts louables. Je suis très heureux que tu me parles de la grille salariale. Vous savez, à défaut de présenter des vœux, je vais répondre à ta question. À défaut de présenter des vœux au peuple togolais, puisque le chef de l'État lui-même nous a habitués à ces vœux en fin d'année, j'ai été très malheureux de constater que le pouvoir togolais ne respecte pas le peuple togolais. En quoi? Alors, le premier Togolais qui devait, le père, on appelle le père de famille, qui a habitué son fils à lui donner des cadeaux chaque 25 décembre. Tu le fais pour une première année, une deuxième année, une 13e année, et quand tu ne le fais pas pour une 4e année, lorsque tu ne dis pas à ton enfant que j'ai des problèmes, il te dira, papa, où est mon cadeau? C'est ça, non? C'est ça. Bien sûr. Alors, si tu ne le dis pas, comment l'enfant saura que tu as eu des difficultés, peut-être financières? Lorsque nous mettons cette image-là, nous la replaçons dans une république. C'est pas pour rien que le chef de l'État a une cellule de communication. Alors, à défaut de dire son discours le 31 décembre, je serais d'avis que la présidence sorte un communiqué pour situer les Togolais
en leur disant, par respect, parce qu'il faut respecter son peuple, en leur disant, pour des raisons que eux-mêmes, ils peuvent inventer, le chef de l'État, peut-être qu'il n'est pas au pays, mais n'est pas habilité à parler à la nation, mais il parlera à la nation dans les jours à venir. Ça, vous êtes en train de respecter votre peuple. Si vous ne l'avez pas fait, et que les gens se rendent compte que vous vous foutez pas mal d'eux, ça engendre ce que nous avons là. Parce qu'à défaut de présenter les vœux au peuple togolais, la loi fondamentale, l'article 74, fait obligation au chef de l'État de faire l'état de la nation. Et vous pensez qu'en faisant l'état de la nation, le chef de l'État nous dirait peut-être exactement ce qui... les difficultés qu'on a dans l'enseignement aujourd'hui, dans le monde éducatif togolais. Les difficultés d'abord qu'il rencontre dans la gouvernance. Les difficultés qui émaillent l'État togolais. Et ce qui fait que lui-même, il ne sera pas identifiable à un démagogue, à un flatteur, à un bluffeur. Parce que ça fait des années que le chef de l'État a annoncé les états généraux dans l'éducation. Si, imaginez-vous, on faisait ces états généraux-là, on pointerait du doigt toutes les difficultés qui émaillent le monde éducatif. Ça n'a jamais eu lieu. Vous ne faites pas. L'article 74 fait obligation au chef de l'État de nous dire que l'État va bien, l'État ne va pas bien, patati patata. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à la grille salariale, j'ai déduit de tout ce que le chef de l'État doit faire pour satisfaire le peuple et le mettre en confiance. Il ne l'a pas fait. J'ai été très malheureux lorsque j'ai écouté le président ivoirien la dernière fois, qui, malgré que la Côte d'Ivoire est sortie de la guerre, je précise que malgré que la Côte d'Ivoire est sortie de la guerre, le SMIC est passé à 65 000. 35 000 à 65 000. Vous voyez? Mais je précise que la Côte d'Ivoire est sortie de la guerre. Mais et la Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources. Le Togo n'en a pas. Lorsqu'on nous dit que c'est une minorité qui en fait bien basse, comment voulez-vous que les autres en profitent? C'est ce que je vous dis. Je vous dis, pour être clair, que le chef de l'État ne maîtrise pas cette minorité-là. Et c'est cette minorité-là qui est à l'aise maintenant au Togo. Puisque le chef de l'État n'est pas arrivé à doiter cette minorité-là, pour leur dire, mais attention, moi je suis le seul capitaine à bord, mais je me rends compte que vous là, vous profitez plus que moi. S'il ne le dit pas, il est aussi membre de cette minorité. Il sera considéré comme complice. C'est pas il serait, nous ne serons pas au conditionnel. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et donc, voilà un tout petit peu ce qui se passe. Vous prenez un pays qui est sorti de la guerre, qui a pu réussir. Ce pays-là a réussi à monter son SMIC. Mais vous prenez un pays qui n'a pas fait la guerre. Et donc, celui qui le dirige vient dire à toute la planète que c'est le pays que je dirige, moi là. C'est juste une minorité qui en profite des richesses. Ce n'est pas maladroit cela. C'est très maladroit. Et c'est un acte de bonne volonté quand même. Vous savez, la Constitution fait du chef de l'État, ou bien lui donne tous les pouvoirs. Il est le président de la République, il est le chef de l'État, il est le chef suprême des armées, il est le président de la magistrature, il est presque tout. Et il est le seul à avoir tous ces pouvoirs. Il ne peut pas dénoncer, il doit sévir. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand je parle de cette minorité-là, le chef de l'État a tous les pouvoirs de sévir. Ce n'est pas un tout petit peu paradoxal quand vous dirigez une société et que vous venez dire aux autres que c'est juste certains qui en bénéficient. Vous ne dites pas que c'est parce qu'ils font bien. Alors, vous dirigez une société, vous dites qu'il y a des voleurs.
C'est-à-dire qu'on nous a dit dans ce pays qu'il y a des surfacturations qui se font. Mais je suis un tout petit peu malheureux. On me dit que je n'aime pas le chef de l'État. Moi, je l'aime bien. C'est pourquoi certaines de ces erreurs, ça me fait très mal et je les exhibe. Je les exhibe pour qu'ils se corrigent. Vous l'avez déjà rencontré, il est vrai. Parce que je suis citoyen togolais et je reconnais que c'est lui le chef de l'État togolais. Et quand ça ne va pas en tant que journaliste, je le dirai toujours. Vous l'avez déjà rencontré, Frode Assimbe lui-même? Non, pas encore. Non. Est-ce que vous pourriez avoir le courage de lui dire certaines vérités, de lui dire par exemple, de lui faire certaines propositions quand vous le verrez un jour? Vous savez que je ne suis pas très chaud de le rencontrer. Ah bon? Je vais rencontrer le chef de l'État togolais quand tout ira bien, quand je saurai qu'il fait bien les choses. Je vais lui serrer la main. Vous savez que je ne voudrais pas faire preuve du rire jaune, penser quelque chose de quelqu'un et lui exprimer le contraire. Je ne suis pas de ce genre. Voilà. Oui, et Ildefonse, nous allons donc clôturer notre débat avec quelques faits de société, les graves dérives des pasteurs qui mettent en mal la société togolaise. C'est ce que écrit notre confrère, le médium Credo Tété. Vous avez également appris que le pasteur Adjonio a été arrêté, Ildefonse? Oui, depuis la fin de la semaine dernière, j'ai appris qu'il a été déposé à la prison civile de Lomé pour voie de fait sexuel. Et c'est l'occasion de rappeler au ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales de revoir le cadre des églises et de revoir surtout le cadre de ces pasteurs-là qui se laissent aller à tous les désirs. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on peut se prévaloir ou se donner le loisir de tout faire avec ses fidèles. C'est l'occasion en tant que chrétien catholique de dire que nous devons avoir la sainte crainte de Dieu en nous. Parce que vous ne pouvez pas être pasteur et violer les 10 commandements dénoncent tout cela. Vous ne pouvez pas être pasteur et voler. Vous ne pouvez pas être pasteur et avoir un désir de la femme de l'autre. Vous ne pouvez pas être pasteur. Ils sont des hommes aussi. Vous ne pouvez pas être pasteur et faire preuve du gain facile, de la recherche effrénée de l'argent. Parce que les Saintes Écritures disent, vous ne pouvez pas servir maman et moi, Dieu. C'est vrai qu'ils sont des êtres humains. Voilà pourquoi, pour être homme de Dieu, il faut avoir fait un certain nombre d'années pour essayer de mettre fin à certaines soifs. La soif du luxe, la soif du désir libidinal, la soif de tout ce que vous avez comme vice dans ce monde. Si vous ne le faites pas et que vous passez au Nigeria pour 2 mois ou 3 mois pour devenir un pasteur, vous êtes exposé à toutes sortes de gaffes. Vous pensez que nos sociétés courent un danger avec ce phénomène? Je crois d'ailleurs que avec l'évolution du monde, il y a certains actes qui sapent nos traditions et nos coutumes, qui sapent d'ailleurs certaines prescriptions chrétiennes. Vous voyez l'habillement de nos jeunes filles aujourd'hui. Vous voyez tout ce qu'on nous exhibe sur le web, qui sapent d'abord la morale africaine. Et quand vous vous rendez compte que ceux qui se prévalent le droit d'homme de Dieu, qui se jettent dans la mare, c'est bonjour les dégâts.
Merci à vous, Delphonse Akpaki, d'avoir accepté de débattre de ces sujets avec nous ici au studio Jean-Hélène de la Super Radio Métropolis Lomé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé, partout ailleurs. Merci à Rapide pour l'assistance technique au micro. Et Liklingo Kadokanou, c'est bien moi. Prenez bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce.